Les professeurs de morale sont des fonctionnaires payés par l'État. Aux professionnels s'ajoutent d'ailleurs de nombreux amateurs. Pour intimider l'individu pendant que celui-ci est encore jeune, afin que plus tard, il ait honte de se montrer tel qu'il est. Ce moyen que la société emploie pour se défendre est excellent. Elle peut ainsi réduire au minimum le nombre de ses gendarmes. Quand je suis venu au monde, mon innocence, si mes souvenirs ne me trompent pas, était parfaite. À quel âge me suis-je perverti? Et pourquoi me suis-je perverti? Le monsieur qui parle au nom de Dieu me dit « Dieu avait eu la bonté de te donner la liberté et la faculté de distinguer le bien du mal. » Je réponds au monsieur « Dieu a oublié de me donner la volonté suffisante pour résister aux tentations. » Le monsieur rétorque « Tu étais libre. Si tu avais voulu, tu aurais pu. » Je riposte « Pourquoi n'avais-je pas assez de volonté pour vouloir ?» Cette discussion n'en finirait pas. On veut que je sois responsable pour avoir le droit de me punir. Voilà tout. En inculquant à l'individu le sentiment du devoir, l'État est moins brutal et plus habile que s'il se contentait en cas de conflit d'invoquer le droit du plus fort. Souvent, en satisfaisant nos vrais désirs, nos vrais besoins, nous nuirions à notre prochain. Notre devoir social est donc à l'ordinaire de contrarier notre nature profonde. En somme, la société demande à l'individu d'être ce que physiologiquement il n'est pas. Ne soyons pas étonnés si l'action que l'éducateur exerce sur la jeunesse produit beaucoup d'hypocrites et quelques révoltés. Peut-on dire sérieusement à un jeune homme très bête « Ton devoir est de devenir très intelligent ». Les prêcheurs sont en général assez raisonnables pour ne pas le faire, mais ils reprochent à l'être rêveur et lymphatique de dépenser moins d'énergie que l'homme vigoureux et plein de santé. Ils recommandent la même sobriété aux malades et à l'individu dont l'estomac est excellent et qui a un appétit énorme. Sans tenir compte des différences essentielles qui nous distinguaient déjà les uns des autres quand nous sommes venus au monde. Ils nous montrent à tous le même modèle et nous disent « Voilà les vertus que vous devez avoir ». Un professeur de morale et un physiologiste qui connaîtrait ma vie n'emploierait pas pour me caractériser les mêmes expressions. Et s'il était fait par un théosophe, mon portrait serait encore différent. Pourtant je suis ce que je suis. Les jugements que nous portons sur autrui dépendent, avant tout, de nos propres habitudes d'esprit. On parlera sévèrement de mon affreux égoïsme et de mon manque de sens moral. Or, il y a bien des manières d'être égoïste, et il y a plusieurs manières aussi d'être moral. Je voudrais être jugé par un physiologiste psychologue qui aurait étudié attentivement le petit mécanisme qui commande les mouvements de mon âme. Je suis porté à croire que, dans ma petite machine intérieure, une courroie de transmission est cassée depuis assez longtemps. C'est celle qui, à l'origine, communiquait au rouage volonté le mouvement du rouage sentiment. Mes pensées généreuses, j'en ai quelquefois, n'ont pas le pouvoir de me faire agir. D'autre part, mon moteur essentiel, dénommé instinct vital, doit être en très mauvais état, puisque sans être malade, je préfère la mort à une existence où il y aurait, comme dans presque toutes les existences, des corvées quotidiennes, des soucis et des privations. Un ami m'a fait remarquer que, si je continuais à vivre, mon sort paraîtrait encore enviable à la plupart des humains. Il a raison. Mais je ne comprends pas ces êtres vieillis, pauvres et malheureux, qui veulent absolument durer. Qu'espèrent-ils? Parmi eux, il y a des solitaires qui n'aiment personne et des malades qui alourdissent le fardeau que portent leurs proches. J'ai besoin de vivre avec ivresse. Bien des fois, le matin, en me rendant à l'école, j'ai été déprimé parce que je commençais une journée où il n'y aurait rien que l'accomplissement du devoir professionnel. Je ne suis pas un homme vertueux, puisque cette perspective ne me suffisait pas. J'ai besoin d'apercevoir dans l'avenir prochain des moments d'exaltation et de joie. Je ne suis heureux que lorsque j'adore quelque chose. Je ne comprends pas l'indifférence avec laquelle tant de gens supportent chaque jour ces heures vides, où ils ne font pas autre chose que d'attendre. Mon impatience, qui m'a fait commettre tant de fautes, doit sûrement s'expliquer aussi par la nature de mon imagination et par l'état de mes nerfs. Il faut croire que je me soucie encore un peu de ce qu'on dira de moi après ma mort, puisque j'essaie de me disculper. C'est que vraiment, ce que les autres disent de nous, c'est trop bête. Je suis un égoïste qui a beaucoup aimé. J'ai gaspillé ma tendresse comme j'ai gaspillé mon argent. Il devait y avoir dans ma machine thermique un vice de construction, car il s'en échappait constamment de la chaleur qui se perdait dans le vide immense. Souvent, ceux qui se sont approchés de moi ont été réchauffés 1 minute par mon rayonnement tiède. Un jour, j'ai eu beaucoup de peine à retenir une vieille paysanne de 70 ans qui voulait s'agenouiller devant moi pour me baiser les mains. Trompée par le son de ma voix et par mon manque absolu de morgue et de raideur, elle croyait que j'étais foncièrement bon.
Oui, je suis bon, mais d'une bonté inactive. Je suis beaucoup moins utile que certaines personnes qui ont de la raideur parce qu'elles ont de la fermeté. Il y a des gens économes qui ne desserrent qu'avec prudence les cordons de leur cœur. Ceux-là ne savent pas faire un bon accueil à l'inconnu qui s'approche. Moi, je souris tout de suite si l'inconnu a une bonne tête. Cela tient à l'extrême mobilité de mon muscle zygomatique. Une fois, un vieux philosophe m'a dit « La bienveillance est le fond de votre nature ». Et comme disent les domestiques, je pourrais fournir encore d'autres bons certificats. Si les conditions de ma vie avaient été différentes, personne n'aurait souffert de mon égoïsme. En particulier au pays de Cocagne, j'aurais rempli mon devoir social d'une manière exemplaire. Un homme immoral n'est parfois pas autre chose qu'un homme moral qui n'est pas à sa place. Je dis tout cela pour me rassurer. Aujourd'hui, je serais moins dégoûté de la vie si j'avais réellement été bon, 20 ans de suite, pour un seul être, en ignorant le reste de l'humanité. Le mal que j'ai fait est irréparable. J'ai désespéré une âme. J'ai détruit quelque chose d'infiniment précieux et unique. J'ai commis une mauvaise action que je ne pourrais pas racheter avec toute la monnaie sentimentale que j'ai donnée, centime par centime, à des étrangers.